Bien, je vous corrige ça rapidement et on va reprendre toutes les étapes ensemble. Je ne veux voir personne noter. Ah, rien. D'accord. Elle est enregistrée. D'accord. Je veux que vous compreniez la méthode et comment ça marche. D'accord. Voilà. Donc, on résume le truc. Vous êtes en régime transitoire. Ça se voit parce que vous avez un interrupteur qui se ferme et vous avez un générateur continu. D'accord. Vous avez des bobines et des condensateurs. Donc, les seuls théorèmes que vous avez à votre disposition sont les deux lois de Kirchhoff et les caractéristiques des dipôles. Point barre. Au moins, c'est bien parce que d'un point de vue stratégie, vous avez zéro choix. Et vous allez devoir tous les utiliser. Donc, c'est pas compliqué. Il y a zéro stratégie possible. C'est pas oui, on va reconnaître un pont diviseur. Non. D'accord. On a un circuit électrique. Première chose à faire, on oriente les intensités dans toutes les branches. Donc, je vais appeler celle-là I, je vais appeler celle-là IL, et je vais appeler celle-là I grand R. D'accord. Je surparamètre. Vous voyez que je ne mets même pas la loi des nœuds dès le départ. D'accord. Je fais du surparamétrage. Donc, je les ai pris dans ce sens-là, tout simplement parce que I orientait dans le sens du générateur, et après, je garde le même sens de rotation. Ensuite, j'oriente mes tensions. D'accord. Alors, petite remarque, I ici, c'est aussi I ici. D'accord. Pour celles et ceux qui n'avaient pas faculté l'uniformité de l'intensité dans une branche. On est parti sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on raconte? Petite remarque, vous n'êtes pas perturbé par le point de masse. Vous pouvez éventuellement avoir une loi des nœuds ici, mais je vous rappelle que ce truc-là est relié à ça. Et donc, de toute façon, toutes les intensités qui vont là vont finir par se retrouver là. Ok, juste parenthèse. On oriente les tensions. Celle-là est déjà faite. Ça a l'air d'être la tension de l'énoncé. D'accord. Et ensuite, on y va. On va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Un réflexe que vous n'avez pas encore, c'est que ces deux tensions-là sont égales. Vous pouvez donc en mettre une seule, si vous voulez. Pour l'instant, je fais du surparamétrage, c'est pareil, je ne me pose pas de questions. Voilà. Bon, comme j'ai pas le choix, eh ben, je vais faire mon petit listing de boîte à outils. D'accord. J'ai fait mon paramétrage de circuit, tout est terminé. Et donc maintenant, je vais écrire d'abord mes trois caractéristiques. Donc, première caractéristique, UR est égal à grand R IR. Voilà. Deuxième caractéristique, UL est égal à L d2 IL sur dt. D'accord. Troisième caractéristique, I est égal à C d2U sur dt. Ça, c'est fini. J'ai trois dipoles. Vous comptez, hein. 1, 2, 3 dipôles, 1, 2, 3 caractéristiques. Condensateur, toujours comme ça, entre I et U. Q est vraiment là pour vous embrouiller. Si on ne vous parle pas de Q dans l'énoncé, vous oubliez complètement que ça existe. Voilà mes trois caractéristiques. Bien sûr, la caractéristique générateur, je ne l'écris pas parce qu'elle est trégale, mais c'est partie du truc. Et ensuite, loi des mailles. Je vous rappelle que la loi des mailles, on parcourt une maille. Donc je vais faire exactement comme j'ai dit à Camille, parce que c'est pas le seul à faire ce genre d'erreur, a priori. Vous parcourez une maille. Par exemple, celle-là. Vous pouvez passer par au-dessus, comme vous voulez. En partie, c'est-à-dire que dans une maille, vous ne parcourez pas UL et UR simultanément. C'est pas possible. On est d'accord? Donc dessinez-le. Hein. C'est un truc... Vraiment, vous le faites, d'accord? Donc là, on y va. On la lit dans le sens que vous voulez. U plus UR moins E est égal à 0. J'y touche pas. Je la laisse comme ça. C'est ma... Si vous voulez, vous pouvez faire ça. C'est que ça pour vous faire plaisir. Mais voilà. On n'avance pas plus. Donc ensuite, vous avez un autre choix. Soit vous faites la loi des mailles en passant par UL, ce qui vous donnera U plus UL égale E. Ou vous pouvez faire la loi des mailles là-dedans, ce qui vous raconte que UL moins UR est égal à 0. Et donc vous retrouvez magnifiquement que UR plus UL est égal, est égal à UL. Je dis n'importe quoi. Voilà. On est d'accord, le loi des mailles vous dit hein, UL moins UR, c'est dans le sens, enfin voilà, de 0. Et vous avez un nœud, pour une fois. C'est pour ça que j'ai choisi cet exercice-là, c'est l'histoire qu'il y a une loi des nœuds qui se balade dans cette histoire. Et donc la loi des nœuds vous raconte que les courants entrants, I, est égal à la somme des courants sortants, IL plus IR. Ça, si vous faites votre loi des nœuds ici, si vous la faites ici, vous trouvez littéralement la même. D'accord. C'est pas la peine de la refaire. On fait un grand scan comme ça, mais manifestement, voilà. Alors, petite remarque, vous avez... bon, voilà, vous avez ce qu'il faut. Si vous voulez vérifier que vous avez tout, vous pouvez imaginer la chose suivante. Si jamais tous mes dipôles étaient des résistances, d'accord, j'aurais un système de n équations n inconnues à résoudre avec 3 inconnus. Et donc, il me faudrait 3 équations qui viennent des mailles, des lois des nœuds, elles sont là. D'accord. C'est juste une façon de vérifier qu'on aura oublié, mais en général, vous aurez rarement des circuits plus compliqués que ça, en fait. Donc, globalement, c'est juste faire un peu attention. Bien, maintenant, on va regarder les questions une par une. Et de manière générale, je peux m'asseoir sur les questions. Attends, je vais vérifier qu'il y a tout. Ouais, il y a quasiment tout. Ouais, il y a tout, c'est bon. Voilà.
Donc, un circuit électrique se procède toujours de la façon suivante. Vous déterminez d'abord les conditions initiales, éventuellement les conditions en plus l'infini, ce qui vous donnera quelques renseignements sur les équadifs, mais c'est pas obligatoire si on vous laisse libre. Et ensuite, l'équation différentielle, on la résout, et après on baratine sur les solutions éventuellement, mais ça c'est fini. Alors on y va. On vous demande les conditions initiales, d'accord? Donc ce qu'on sait, et on l'écrit, c'est que à t égale 0 moins, tout est nul. Là, c'est le préambule qui vous raconte ça. Votre circuit était, grosso modo, ça veut dire que votre interrupteur était ouvert depuis longtemps. Tout ça s'est déchargé, ça s'est dissipé dans la résistance. Enfin voilà, c'est fini. C'est un bout... Petite remarque, quand il n'y a pas de générateur, c'est un bout de cuivre. Hein. C'est juste... il se passe rien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, première étape, toujours la même. Vous écrivez vos relations de continuité. Qui est continu, d'accord? Donc, première information. Deuxième information qui vient d'un autre endroit, qui vient de votre cours. Vous savez que U de 0 plus est égal à U de 0 moins. Parce que la tension bande d'un condensateur est continue. Sur les tensions, vous n'avez aucune autre relation de continuité, puisqu'il n'y a pas d'autre condensateur. Voilà. Et vous savez que... Quoi d'autre est continu? C'est-à-dire une bobine. Donc, vous savez que IL de 0 plus est égal à IL de 0 moins. D'accord? Petite remarque, si vous avez lu le préambule attentivement, en fait, c'est pas 0 plus qu'on écrit, mais 0 directement, puisque, à l'instar du cours, on prolonge par continuité les fonctions par valeur supérieure. Donc, ce qu'on appelle 0, c'est en fait le comportement en 0 plus. D'accord? Petite remarque, vous vous attendez à avoir une équation différentielle de quel ordre? 2, 1, 2. Donc, il vous faut combien de conditions initiales? 2, 1, 2. C'est normal, une par bobine, une par condensateur. C'est pas foufou ce qu'on vous raconte là. Ok, voilà. Ok. Et là, on y va. Donc, manifestement, l'énoncé a envie de vous faire travailler avec U. Et donc, il vous demande de trouver U de 0 et de trouver la dérivée de U par rapport au temps en 0. D'accord? Donc, U de 0, c'est égal à U de 0 moins, je le recopie, et c'est égal à 0. Ça, c'est la mise en commun de ces deux trucs-là. Écrivez-le toujours comme ça. Cette première égalité vient de la continuité. Cette deuxième égalité vient de l'état du circuit avant la fermeture de l'interrupteur. Ça, c'est structurel. Ça, c'est conjoncturel. Ça peut changer en particulier. D'accord? Donc, ne prenez pas le réflexe de toujours écrire U de 0 égale 0. Il y a deux étapes. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est du sur dt de 0. Je vous rappelle le même truc. Vous ne prenez pas ça et vous le dérivez. Ça ne marche pas. D'accord? Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, donc maintenant, et c'est bien de le faire parce que ça vous permet déjà de scanner vos relations et de commencer à être familière avec ces trucs-là. Donc vous scannez du sur dt, où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Et vous l'avez tout le temps. Vous savez pourquoi vous l'avez tout le temps? Enfin, pas forcément, mais vous pouvez trouver des choses assez rapidement, ou alors vous faites de la loi des mailles et vous trouvez ça. du sur dt, c'est ça. Donc en fait, je me rends compte que du sur dt en 0, c'est tout simplement i de 0 sur c. Et là, je suis content parce que j'ai viré l'aspect dérivé du problème. D'accord? Bon, alors i de 0, je ne connais pas, je connais que il de 0. Mais bon, alors i de 0, vous voyez que lui, j'en ai nulle part ailleurs sauf ici. D'accord? Donc je continue à avancer. Et i de 0, je me rends compte que c'est il de 0 plus ir de 0. Tout divisé par c. Ok? J'avance, d'accord? Ah, mais il de 0, je connais. Il de 0, ça vaut 0 en fait. D'accord? Donc il de 0, c'est égal à il de 0 moins, et c'est égal à 0. Là, je suis content. Donc ça vaut ir de 0 sur c. On y va doucement, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, ça sert vraiment à rien de vous presser. Hein. Bon, ir de 0, je sais toujours pas ce que c'est, on est d'accord? Ir de 0, je regarde dans ma petite liste, d'accord? Alors, je vous rappelle que j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ça, je viens d'utiliser la continuité, donc j'ai utilisé ça aussi très discrètement, d'accord? Et ir de 0, je l'ai nulle part sauf là. C'est pas un choix en fait, d'accord? Donc je continue à avancer. Et vous voyez que j'ai aucun plan, hein. Je sais pas si je vais y arriver, hein. Mais le pire, c'est que ça marche. Donc c'est ça qui est cool. Donc ça, c'est UR de 0 sur RC. Petite remarque au passage, on remarque que c'est homogène parce que c'est une tension sur un temps. Donc on est content. D'accord? Bon, bah UR de 0, je sais pas non plus, hein, toujours pas. Mais par contre, UR, je le retrouve où? Alors je le retrouve ici, ou ici. D'accord? Vous voyez que j'ai deux choix, c'est à cause des circuits en parallèle. Par contre, je vais choisir celle-là, pourquoi? Parce qu'il y a U de 0 dedans. Et que U de 0,
UR de 0, c'est tout simplement E moins U de 0, le tout sur RC. Et donc ça fait E sur RC. Puisque U0 vaut 0, c'est écrit ici. Si vous faites ça proprement, déjà vous êtes passé par quasiment toutes les relations. Donc ça vous familiarise avec votre système de trucs, avec les relations entre les diverses grandeurs. Et en plus, vous avez la réponse à la question. D'accord ? Vous voyez comment ça marche ? C'est encore une fois, c'est pas dur. Hein. Tous les exercices, c'est les mêmes. Si vous avez un circuit d'ordre 1, vous n'allez pas vous coltiner ça, parce que vous avez besoin que d'une seule condition initiale. Donc je note ici, U de 0 égale 0, D de U sur dt de 0 vaut E sur RC. Petite remarque avant de continuer, ça vous raconte que votre courbe, elle part du début, de l'origine, d'accord, et qu'elle part en croissant. D'accord, parce que E sur RC est manifestement positif. D'accord, bon, ce que je sais, hein, c'est que ma courbe, si j'ai envie de la tracer, là, très discrètement, ça va faire comme ça. Voilà. Je ne sais pas trop ce qui va se passer après, mais en tout cas, au début, elle monte. D'accord ? Mon condensateur se charge. On est clair là-dessus ? Oui ? Moi, j'ai pas compris quand vous avez utilisé UL. Je l'ai utilisé pour dire que IL de 0 est égal à IL de 0 moins. Parce que comme ça doit être dérivable, ça doit être continu. C'est ça en fait. En fait, les deux relations de continuité reviennent à dire qu'on a utilisé ces deux-là. Voilà. C'est ça l'idée. Mais bon, c'est juste... On est d'accord là-dessus ? Donc maintenant, j'efface ça, c'est fini. J'ai fait mon travail sur les conditions initiales et l'énoncé vous demande, parce qu'il est bien fait par quelqu'un qui veut faire des exercices exhaustifs, de regarder la même chose en l'infini. D'accord ? Donc, en l'infini, ça veut dire quand t tend vers plus l'infini, et quand t tend vers plus l'infini, vous avez un théorème depuis hier qui vous raconte que votre circuit se comporte comme un circuit en régime continu. D'accord ? Donc, ça, moi j'aime bien l'écrire comme ça, même si c'est absolument dégueulasse. C'est-à-dire que ce circuit va tendre vers l'infini, vers un comportement qui sera celui-là. Alors là, je ne me pose pas de questions, je recopie le circuit. Ma résistance se comporte comme une résistance, elle n'a pas de raison de bouger. Par contre, ma bobine se comporte comme un fil et mon condensateur comme un interrupteur ouvert. D'accord ? Et si vous avez envie de remettre les notations, vous avez I infini ici, voilà, enfin vous avez les mêmes quoi. UL infini, UR infini, U infini, et voilà, si vous avez envie de les écrire comme ça. D'accord ? Donc, à l'arrivée, c'est pas extrêmement compliqué. Alors là, ça va être très simple. U infini, vous reprenez vos diverses choses. Et alors là, il y a une astuce qui est assez rigolote, c'est que, en général, l'ordre dans lequel vous déterminez les paramètres en 0, c'est l'ordre inverse de celui que vous déterminez en infini. D'accord ? Comme on n'a pas tout fait ici, c'est pas très clair là, mais voilà. Qu'est-ce qu'on sait ici ? Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, il y a des choses, il y a deux grandeurs dans ce circuit-là qui sont évidemment données. C'est quoi ? Ouais. U et l'infini, effectivement, je vais les écrire. U et l'infini, c'est égal à 0. Et donc, c'est aussi égal à UR infini. D'accord ? Tout simplement parce que, attention, bande d'un fil. Et l'autre qui est nul, c'est I infini, effectivement, qui est égal à 0, parce que c'est l'intensité dans un circuit ouvert. D'accord ? Voilà. En fait, petite remarque, c'est des pendants, c'est ceux-là, en fait. Vous voyez que vos deux conditions initiales vous donnent ça. Les conditions à l'infini vous donnent les autres. D'accord ? Voilà, c'est juste... enfin, pardon, les deux conditions initiales vous donnent ça, et les conditions infinies vous donnent ça. Bon, bah, attention, là, c'est hyper simple. U de l'infini, par définition, vous utilisez ça. C'est E moins UR de l'infini. On est d'accord ? Et donc, ça vaut E. Et là, je me tourne vers Ravitan. D2U sur dt en l'infini, ça vaut combien ? 0, pourquoi ? Parce que à l'infini, toutes mes grandeurs sont constantes. C'est pas la peine de vous exciter avec les dérivées. Toutes les fonctions sont des fonctions constantes. En l'infini, bah, toutes les dérivées tendent vers 0. Je crois que je l'ai même écrit dans le cours, celui-là. Je sais pas si je l'ai écrit, je sais pas. Ouais, Simon. Ouais, c'est juste pour le UR infini de 0, c'est quoi ? C'est parce que c'est court-circuité par UL ? Parce que UR égale UL. La vraie raison, c'est que c'est court-circuité par UL, mais en fait, tu peux même le faire en mode no-brain. Genre. L'égalité est conservée même si... Pourquoi elle ne serait pas conservée ? Aucune raison qu'elle ne soit pas conservée. Ça, c'est valide tout le temps. C'est valide surtout R+. Quoi. On est d'accord là-dessus ? Donc la dérivée, en fait, ne sert strictement à rien. On le savait déjà, il n'y avait même pas besoin de s'exciter là-dessus. D'accord ? Ce qu'on sait, par contre, c'est donc que U infini est égal à grand E. Alors, si vous vous souvenez de votre cours d'hier, qu'est-ce que ça raconte sur l'équation différentielle en U ? La constante qui est rajoutée, c'est E.
Pas forcément. Pas aussi rapide que ça. Elle a un second membre. Elle a un second membre constant. D'accord. Et effectivement, la solution particulière, ce sera E. Alors, ceci est un argument ultime, mais en fait, ça vous permet aussi de dire, ok, quand je trouve mon écolife, il faut que je vérifie ça. D'accord. Pour le coup. On est d'accord là-dessus. Ça signifie également que votre écolife va inclure E. Donc, on dit que probablement, on ne va pas dériver, effectivement. Ou que si on dérive, il va falloir la réinjecter par un autre bout à un moment donné ou un autre. Ça peut arriver. On est d'accord là-dessus? Une fois que vous avez fait ça, cette partie-là n'étant pas obligatoire, mais je la trouve assez intéressante pour avoir des idées sur la gueule de l'équation différentielle, bah là c'est parti, et pour le coup, ça a autant de subtilité que d'assassiner quelqu'un à coup de pelle. D'accord? On enchaîne, et on y va. Alors, je tiens à repréciser, vous pouvez partir de n'importe laquelle des 6 relations. Vous aboutirez à la même équation différentielle. D'accord? Moi, là où j'aime bien faire des analyses en l'infini, c'est qu'en général, ça vous donne une idée de est-ce qu'on a du E ou pas dedans, et donc ça vous donne une idée si la loi des mailles va être conservée ou pas. Mais encore une fois, vous pouvez partir de n'importe laquelle, ça va marcher, vous pouvez faire ça comme exercice chez vous, en prendre une random, et faire le processus complet. Très souvent, on parle de la loi des mailles, ou de la loi des nœuds. Là, j'ai parlé de la loi des mailles parce qu'il y a déjà E dedans, et qu'il y a déjà U dedans. Comme c'est une écolif en U que je veux, bah, je trouve qu'il y a pas mal d'ingrédients qui se font bien. Mais c'est tout. De toute façon, vous avez toujours le même nombre d'étapes parce que vous devez utiliser l'intégralité des 6 relations au moins une fois. Et une fois. Donc en gros, il y a quelques cas bizarres, mais en général, ça se passe bien. Donc j'écris ça, mais encore une fois, je suis dans le brouillard. Hein. J'ai aucune idée de là où je vais aller. Hein. Je pars de là et je regarde. Et quand je vous parle de stratégie, c'est exactement ça dont je vous parle. Vous voulez une équation différentielle en U. Donc vous identifiez ce que vous voulez garder et ce qui vous emmerde. E est un paramètre, c'est bon, vous le gardez. U, c'est la fonction qui vous intéresse. Donc ici, pour l'instant, la chose qui vous emmerde, c'est UR. D'accord? Voilà. Donc UR, je vais le remplacer. Là, vous avez 2 choix possibles. Soit vous le remplacez directement par UL, soit vous le remplacez par RIR. D'accord? Choisissez ce que vous voulez. Comme vous voulez, hein. Ce qui est direct U, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas le même I. Mais UL, on part sur UL. Voilà. Donc je vais remplacer ça par UL, d'accord? Et à la limite, je peux dire, tiens, mais ça, en fait, non, je vais pas utiliser ça, je vais utiliser ça. D'accord? Et ça. D'accord? Quand vous avez des trucs en parallèle, vous pouvez avoir besoin de la réutiliser une deuxième fois, mais au moins, ça vous donne un peu un truc restrictif. Ça vous dit de tourner en rond surtout. D'accord? De revenir en arrière, enfin de faire des allers-retours. UL, où est-ce qu'on a du UL? Tiens, on a ça. Ça, c'est cool, on est content. Donc U, c'est plus L d de IL sur dt. Ça, c'est égal à grand E. Bon, ok. Ça, c'est fait. IL m'emmerde toujours, ça n'a pas changé. Alors, je cherche dans mes cases que j'ai pas encore cochées. Où est-ce qu'il y a du IL? Loi des nœuds, je peux pourquoi lui cocher celle-là. Voilà. Donc, IL, je vois que je peux le remplacer par I-IR. Donc, je ne me pose pas de questions. Alors, je vous rappelle que vous voulez avoir une équation différentielle de quel ordre? 2. Donc, vous voulez avoir combien de termes? 3, d'accord? Donc, les trucs doivent apparaître au fur et à mesure. Vous devez... Donc là, vous voyez, on n'a que 2 termes. Et là, tout d'un coup, vous êtes content, en fait, parce que là, vous avez L d de I sur dt moins L d de IR sur dt. D'accord? Est égal à grand E. Là, vous n'êtes pas content, par contre, c'est le moins. D'accord? Donc, il va falloir régler ce problème. Enfin, à un moment donné, il va falloir régler ce problème. Mais c'est pas grave, on avance. I, cool. Non seulement je retrouve du U, mais en plus, je retrouve la dérivée seconde de U. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, mon ordre 2, il apparaît. Pouf, directement. Donc là, je suis content. Donc, j'ai U plus LC d de U sur dt2. Petite vérification d'homogénéité dans cette histoire. À ce stade-là, je vais l'écrire là. Pardon. Moins L d de IR sur dt est égal à grand E. D'accord? Petite vérification d'homogénéité au passage à ce stade-là. Vous avez bien LC qui a un temps au carré. Et donc, LC fois D2U sur DT2, c'est une tension, on est content. Le reste, bon, E c'est une tension. Le reste, c'est un peu compliqué, mais bon, ça c'est une tension au bord d'une bobine, donc ça a l'air propre. Oui? Je ne vois pas comment vous avez le moins L de IR sur le... Parce que j'ai dit que IL, c'est I moins IR. C'est ça. Et donc, il reste IR à utiliser. D'accord?
pose pas trop de questions. Ça fait donc U plus LC D2U sur DT2 moins L sur R D2U sur D2UR pardon, sur DT est égal à E. J'espère que vous commencez à comprendre quand je vous ai dit il y a 2 semaines que faire du calcul c'est majoritairement du recopiage, c'est ça dont on parle. D'accord? Vous modifiez un truc et tout le reste, c'est du copier-coller très brutal. Et là on a un problème parce qu'on a tout coché, on est d'accord? Voilà. C'est un grand classique quand vous avez des parallèles, d'accord? Donc il faut trouver, alors mais ça veut dire que grosso modo vous êtes quasiment au bout. Et en fait c'est relativement simple, qu'est-ce qu'il faut réutiliser? La loi des mailles ici, vous voyez que UR vous donne U en fait directement. Et d'ailleurs avec un magnifique moins qui va littéralement vous sauver la peau. En fait vous allez utiliser la dérivée de ça, d'accord? Donc grosso modo ici, D de UR sur DT, c'est égal à moins DU sur DT. D'accord? C'est la dérivée de la loi des mailles, ici. Et donc on se retrouve avec un truc qui est U plus LC D2U sur DT2 plus L sur R D2U sur DT est égal à E. On vérifie, on n'a plus qu'une seule fonction inconnue qui est U. Elle est bien du second ordre. Elle est bien, coefficient constant, ça c'est oui, c'est quasiment impossible que ça sorte. Voilà. Elle a bien un second nombre constant. La solution particulière vaut bien E. D'accord? Donc on est content. C'est homogène, puisque L sur R c'est un temps, vous l'avez appris par cœur. D'accord? Et elle est stable. Autrement dit, tous les coefficients sont positifs, ou de même signe en l'occurrence, d'accord? Voilà, positif. Donc, on s'est peut-être gouré, hein, à un moment donné ou à un autre. Mais franchement, ça a une bonne tête. Donc, vous voyez que c'est pas difficile. C'est un peu long, mais encore. Mais c'est juste, vous avancez pas à pas dans le brouillard, et ça, c'est un truc duquel il va falloir. Ce chapitre sert à ça. C'est qu'il faut que vous perdiez l'habitude de commencer des calculs en espérant voir comment ça va se passer jusqu'à la fin. D'accord? Et d'ailleurs, vous n'en avez, en général, pas besoin. Vous voyez que moi, je suis parti à l'aveugle, là. J'ai juste confiance dans le fait que ça marche. Donc, j'avance. Voilà. Puis alors, et ça marche. Et ça marche pas, vous avez vu, ça marche pas parce que j'ai du talent et que j'ai choisi hyper subtilement les trucs, quoi. Le seul choix que j'ai fait à un moment donné, c'est est-ce que j'ai choisi celle-là ou est-ce que j'ai choisi celle-là. D'accord? Si on avait choisi celle-là au départ, on aurait eu IR ici, on a remplacé IR par IL, et on aurait dû tout redériver pour pouvoir remplacer D2IL sur DT. Et donc on aurait dû réinjecter la loi des mailles à la fin pour retrouver le E. Donc de toute façon, on fait la même chose. Vraiment, c'est la même. Hein. C'est le même process. On est d'accord là-dessus? Bon, bah, maintenant, on y va. On a notre équation différentielle, elle est là, elle est belle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, pas encore. Voilà, mais d'abord, enfin. Alors, cela étant, je suis pas en désaccord avec Camille. Alors, vous avez deux choix. Soit effectivement, vous cherchez la solution particulière et vous faites l'équation homogène associée et vous mettez l'équation homogène sous forme canonique, soit vous mettez sous forme canonique d'abord et vous faites ça dépend de comment l'énoncé est foutu. Les deux sont les guides. Moi, je sais que j'ai séparé d'abord et mis la forme canonique après. En général, ce qui est bien avec cette forme, c'est que si jamais elle est comme ça, vous voyez que la solution particulière est triviale. Enfin, c'est juste écrit littéralement, d'accord? Voilà. Donc on est parti. Mais on va le faire. On va faire l'autre version histoire de voir un peu comment ça marche, mais c'est pareil. Donc ici, vous divisez donc tout par LC pour avoir un coefficient 1. On réorganise les termes pour qu'ils soient dans le bon sens. Donc en gros, je vais avoir ici un 1 sur RC, DU sur DT, plus U sur LC est égal, et on n'oublie surtout pas, c'est pour ça que la proposition de Camille est plus intelligente, parce qu'on comme ça on s'évite ce problème-là, de diviser le second membre par LC, d'accord? Petite remarque, si à ce stade-là, vous vérifiez votre homogénéité, si vous avez oublié de faire ça, vous le voyez tout de suite. On est d'accord? Voilà. Vous faites ah oui, merde, comme d'habitude, on a oublié de diviser le second membre. Gros classique. Donc on y va, on est parti. Solution particulière, c'est U égale grand E, qu'on savait déjà. C'est écrit là, parce que c'est U de l'infini, si vous avez suivi le cours d'hier. Ouais. Donc on n'a pas besoin de faire. Là, vous le faites, mais d'une autre façon, vous retrouvez le fait qu'on a bien prouvé les choses. C'est une belle confirmation. Et ensuite, on pose quoi? On est parti. Alors déjà, dans l'ordre, oméga 0 carré équivaut 1 sur LC. On vérifie que c'est bien homogène. Oméga 0 est bien homogène à l'inverse d'un temps, parce que LC c'est un temps au carré, donc à la racine ça se passe bien. Et oméga 0 sur Q équivaut 1 sur RC
pareil, oméga 0 c'est l'inverse d'un temps, Q est sans dimension, ceci est bien homogène, d'accord? Avant d'encadrer fièrement ce genre de truc, vérifiez que c'est homogène, d'accord? Ça vous évitera d'augmenter le niveau d'énervement du correcteur concerné. Voilà, d'accord? Et vous prenez un coup de tampon au passage. Boum. On est d'accord là-dessus? Voilà. Simon, par ailleurs, est-ce que tu remarques que je ne mets pas des secondes ou des radians par seconde partout ou des ohms là? On est d'accord? Les unités elles sont dedans, pas dehors. Voilà. J'y pense. Voilà. D'accord? Je peux virer ça qui ne me sert littéralement plus à rien. Et surtout, ce qui est absolument génial dans les formes canoniques, c'est que je peux virer tout ce qui est avant qui ne me sert littéralement plus à rien parce que c'est la même équadif que celle que vous trouverez dans tous les putains d'exercices d'ordre 2. On est d'accord? C'est littéralement, à chaque fois, la même forme. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de l'écrire en fait. Parce que vous savez que la forme des solutions c'est, alors on ne sait pas trop, mais on vous dit que Q est, voilà, l'énoncé est hyper sympa avec vous. D'accord? Voilà. Et on vous dit que Q est supérieur à 1,5. D'ailleurs, ça aurait été bien de le préciser avant, parce qu'on ne peut pas répondre à la question 2 sans ça. D'accord? Voilà. Parce que sinon... Non, parce que le régime transitoire dépend... l'expression du régime transitoire dépend de la nature des... C'est ça. Non, il faut ça. Donc, effectivement, l'énoncé est mal foutu, mais c'est pas très grave. D'accord? Donc, on suppose que Q, voilà, est plus grand que 1,5. Ça veut dire qu'on est en régime... Alors, transitoire, ça c'est sûr, mais qu'on est en régime pseudo-périodique. D'accord? Donc, on se pose 0 question, on écrit que... Et là, vous voyez qu'en fait, dans le cours, j'ai distingué, j'ai donné un autre nom à U, à l'équadif et tout, mais en fait, je les écris même plus. Je vais sauter directement sur la solution. Je m'en fous d'écrire l'équation différentielle homogène associée. Je connais la forme des solutions à partir du moment où j'ai posé Q et oméga 0. Donc, en gros, là, vous pouvez aller extrêmement vite, en n'oubliant pas la solution particulière. C'est grand E plus, allez, on y va, on chante tous ensemble. Sur 2Q. Voilà, et boum. Allez, c'est fini, c'est plié, emballé, c'est pesé. La résolution des équations différentielles n'est plus un problème, en fait. Il suffit de connaître la solution par cœur. On est d'accord là-dessus? Voilà, terminé, au revoir. Durée du régime transitoire. Si je veux poser un taux ici, dans ce cas-là, ça vaut quoi? Ça vaut effectivement 2Q sur oméga 0. Et donc le régime transitoire, c'est 10 fois ça ou 5 fois ça, enfin on s'en fout, voilà, mais c'est plusieurs fois taux. Puisque ce truc-là ne vous fait pas transiter, en fait, globalement. Ça fait que des oscillations. D'accord? Si c'était le régime apériodique, ça serait la racine... d'accord, c'est plus pénible à écrire. On est d'accord? Oui. Parce que LC, c'est un temps au carré. C'est écrit dans ton cours de vendredi, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, oméga 0, c'est une pulsation, c'est l'inverse d'un temps. Donc, ça, c'est dans ton cours sur les fonctions sinusoïdales de la semaine dernière. Voilà. Oui. Au moment quand, dans l'exercice, je crois que c'est soit 13, soit 14, soit 15, on a un régime pseudo-périodique. Oui. Et vous écrivez que le temps caractéristique, c'est l'opposé de l'inverse de la plus grande racine. Ça, c'est en apériodique, ça. Ça, c'est en apériodique que c'est l'opposé de l'inverse de la plus grande racine. Ah bah alors vous mettez que c'est l'opposé de l'inverse de la partie réelle. Oui, mais sauf que la partie réelle, c'est la même, donc globalement... Ah, du coup, ça revient à ça. donc ça revient à ça, tout à fait. Parce que la partie réelle des racines, c'est... Alors, l'opposé... Alors, mon oméga 0 sur 2Q, c'est la partie réelle des racines. Et donc, c'est bien de l'opposé de l'inverse de ça. Voilà. En gros, faut écrire moins T sur taux, quoi. Enfin, voilà, c'est ça dont on parle, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande? De tout déterminer, non? Et déterminer U de T. Déterminer U de T, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas là. Ça veut dire qu'il faut scoltiner les équations, enfin les conditions initiales. Et ça, en fait, ça apparaît pas, mais c'est ce qui est le plus difficile. Calculatoire. Donc, on est parti. On sait que U de 0... Alors moi, j'aime bien l'écrire comme ça. Je vais mettre U de 0, je mets ce que je sais d'un côté. Donc, d'après les conditions initiales, c'est écrit là-bas. U de 0, ça vaut 0. Prenez l'habitude de le noter quelque part dans un endroit visible parce que vous allez vous en servir, c'est sûr. Oui. Et ça fait effectivement E plus A. Donc, A est égal à moins E. Donc ça, A, c'est toujours facile.
D'accord? Et là, on va voir si vous avez pigé. Donc, je recopie, ça faisait E sur RC, on est d'accord? Allez, on y va. On trouve la relation directe, deux têtes, sans se poser de questions. Ouais, Mohamed. Il manque quelque chose. Ou je ne l'ai pas entendu. Il manque le A. Plus B oméga. En gros, je vous rappelle que quand vous allez dériver l'exponentielle de valeur 1, tout ce qui est en cosinus de valeur 1 et tout ce qui est en sinus de valeur 0. D'accord? Ce qui concerne des cosinus, en gros, c'est quand vous dérivez l'exponentielle et vous multipliez par ça. Et ce qui fait apparaître des cosinus, c'est quand vous ne touchez pas à l'exponentielle et vous dérivez ça. D'accord? Voilà l'idée. Et alors là, c'est là où on va avoir des petits, entre guillemets, des petits problèmes. C'est pas très grave, mais voilà. Alors, en particulier, ça c'est égal à donc moins oméga 0 sur 2q. Donc ce que je vais l'écrire autrement. Alors, je vais mettre là-bas. En fait, j'en ai plus rien à foutre de ça. Donc ici, c'est peut-être le truc le plus technique, enfin surtout le truc qu'il ne faut pas oublier et qui n'est pas dans le cours. Voilà, c'est surtout ça. Donc en gros, je vais écrire que B, c'est égal à 1 sur oméga, facteur de E sur RC, plus oméga 0A sur 2Q. On est d'accord? J'ai littéralement fait ça. Alors, quand vous voyez ça, on a l'impression que rien ne se simplifie. Ça, c'est le problème des formes canoniques, c'est que vous rajoutez plein de paramètres de façon artificielle, et donc en fait, il y a plein de simplifications que vous ne voyez pas. Systématiquement, vous pouvez parier sur le fait que ça va se simplifier. Pas forcément un truc incroyable, mais qu'au moins ça va se compacter. Donc on y va, et ça en fait, ça vient du fait que... Souvenez-vous de ça. Ce qui vous intéresse, c'est pas l'expression de Q, c'est l'expression de oméga 0 sur Q, qui est tout le temps là, qui se balade. D'accord? Et oméga 0 sur Q, ça vaut 1 sur RC. Donc ça veut dire que le oméga 0 sur Q, vous pouvez le remplacer par 1 sur RC. Et A, vous pouvez le remplacer par moins E. D'accord? Donc grosso modo, vous avez 1 sur oméga. Attention, ne sautez pas sur la simplification, il y a un 2. Faites gaffe. D'accord? On a envie que ça fasse 0, mais ça ne fait pas 0. Ok? Mais là, ça fait moins E sur 2 RC. D'accord? Et donc ça vous donne 1 sur oméga E sur RC. Avec un magnifique 2 devant, quand même, ce serait pas mal, parce que 1 moins 1,5, ça fait pas 1, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, ensuite, vous pouvez, si vous voulez, soit reprendre l'expression de oméga avec oméga 0, machin chose, soit recompacter ça. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce genre de cas, c'est revenir, en fait. Souvenir que 1 sur RC, c'est oméga 0 sur Q, donc écrire ça. D'accord? Fois E. Pourquoi je fais ça? Parce que une des simplifications qui arrive tout le temps, c'est que oméga, c'est oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Et donc le oméga 0 disparaît, et en fait, ça c'est à peu près normal, c'est parce que comme U est une tension, vous pouvez espérer que A et B s'expriment uniquement en fonction de E et de Q. C'est-à-dire du paramètre qui porte une tension et des paramètres sans dimension. Et donc vous voyez que ici l'oméga 0 disparaît, et je peux rentrer le 2Q. À l'intérieur de la racine, on a déjà fait cette manipulation, elle arrive quasiment tout le temps, donc grosso modo, vous ne gênez pas. E racine de 4Q2 moins 1, qui a le bon goût de porter l'homogénéité de façon ultra simple. C'est une tension divisée par ça. Donc méfiez-vous comme la peste de ce genre d'expression-là, où on a l'impression que ça ne se simplifie pas, alors qu'en fait ça se compacte considérablement si on revient, et surtout revenez au truc de l'équadif et pas à l'expression de Q ou de oméga 0 que vous auriez éventuellement trouvé. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est le plus long. Franchement, dans tout ce qu'on a fait, c'est ce qui est le plus long. C'est dommage que ça arrive tout à la fin quand vous êtes un peu fatigué, mais ça, c'est pas grave. D'accord. Bon, ben, et surtout, on n'oublie pas, si vous êtes en DS, ça suffit pas. On vous demande U, pas A et B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recopie. Voilà, je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc, U de T. Et si vous avez bien fait le boulot en théorie, vous pouvez toujours commencer comme ça.
Parce que la seule grandeur qui porte une tension, c'est E. Si vous cherchez une tension, bah, U sera, c'est E fois un truc, peut-être dégueulassement compliqué, mais qui au moins sera sans dimension. Donc on y va, on n'oublie pas le 1, qui vient de là. Vous remarquez que A égale moins E, il y a un petit moins devant. Donc par contre, ça va faire un plus, donc je vais faire plus ici, moins, il y a un exponentiel moins oméga 0t sur 2q. Et là, on est parti, facteur 2, moins cos oméga t, plus sin oméga t sur racine de 4q2 moins 1. Voilà, et c'est terminé. Et, enfin, c'est terminé. Aux flemmes des parenthèses près, mais c'est terminé. Voilà U de t. On est d'accord là-dessus? Oui. Pourquoi il multiplie par l'exponentielle? Non, attends. A est proportionnel à E, B aussi. Donc je factorise E là-dedans, et ensuite je refactorise, je factorise E deux fois si tu veux. Voilà. Je comprenais pas dans le sens. On est d'accord? Et donc maintenant on passe à l'ultime question qui est la question graphique, d'accord? On vous donne un graphe derrière et on vous dit de trouver des trucs, on est d'accord? Donc là on va voir si vous souvenez de votre truc de TP. Vous avez le truc sous les yeux, vous avez les carreaux surtout. Donc, l'énoncé vous donne... Alors, petite remarque, la lecture des oscillos par carreau, c'est un truc qui ne sert plus que dans les sujets de concours, parce que maintenant, vous avez les oscillos qui vous font les mesures vous-même. Cela étant, pour régime transitoire, c'est pratique. Donc, on vous dit qu'il y a 1 vol par division verticale et 50 microsecondes par division horizontale. Autrement dit, ce que ça vous raconte, c'est que pour chacun des carrés, comme ça là, ça vaut 50 microsecondes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ça vaut 1 volt. Voilà l'idée. D'accord? Et on vous demande de déterminer plein de trucs. Détermination expérimentale de la pseudo-période. Comment on fait? Je fais des gestes, des zouzous, hop, hop, voilà. Ouais. C'est pas entre deux annulations. Entre deux annulations de même sens. C'est ça, tout à fait, entre deux annulations de même sens. D'accord? Donc vous avez une règle, pas moi, mais bon. Globalement, si je prends par exemple les deux annulations croissantes là au début, alors vous pouvez prendre 2 fois ça pour avoir 2 fois la période, enfin ça, vous pouvez vous amuser un peu. Si vous faites le truc le plus basique, j'ai l'impression que j'ai à peu près un carreau en fait, entre la première annulation et la deuxième. Non, pardon, non, je dis n'importe quoi. Allez, j'ai un carreau et demi sur 2 annulations, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai un truc un peu intelligent là? Ah, j'ai l'impression que j'ai... Ouais, bof. Ouais, c'est pas fou. Ouais. Non, ça fait un carreau et des... Non, ça fait un... Non, parce que c'est 2 annulations qui montent. Donc ça fait pas un carreau, ça. Alors, tu me dis que 4 annulations, 1, 2, 3, 4, effectivement. Donc 3 périodes, ça fait 3 carreaux, ça? Non, pardon. Plus ou moins le début de... Ouais, allez, quoi. Ouais, j'ai pas du tout d'outils, hein, donc pour le coup... 1, 2... Mais faites attention, hein, on est au départ, donc... Prenez des règles, a priori, pour faire des trucs. Grosso modo, j'ai l'impression que la période est un tout petit peu inférieure à un carreau. D'accord? Ça fait à peu près 0,64, 3 quarts de carreau, une connerie comme ça. De toute façon, il y a de la tolérance hein, dans ce genre de choses. Hein, le truc est dégueulasse. D'accord? Donc on voit que T, ça correspond à 3 quarts... Ça vous va si je prends 3 quarts de carreau? Je n'ai peut-être pas pris la même chose dans la correction, hein, mais j'ai pas de règle, j'ai rien. D'accord? Sinon, vous mesurez, enfin voilà. Et donc ça signifie que T vaut combien? Vu qu'un carreau, ça vaut 50 microsecondes. Bah, 12,5, 37,5 quoi. D'accord, à peu près. Allez, 38 microsecondes quoi. À peu près. À la louche, entre 35 et 40 microsecondes si serait probablement la tolérance acceptée dans cette histoire. D'accord? Ça, c'est le plus facile à trouver. T. On vous demande ensuite une détermination expérimentale de Q. Et on vous dit qu'on suppose que Q est assez grand, ça c'est un grand classique, d'accord, pour assimiler T à T0. Et ça, si vous vous souvenez, il y a un truc dans le cours qui s'appelle le décrément logarithmique, d'accord? Et vous savez que delta, c'est égal à quoi? Vous vous en souvenez plus? Ouais.
Ouais, ça c'est la définition, mais le résultat tout à la fin, si jamais vous avez... ouais. Pi sur Q, d'accord? Voilà, bon, ça marche, on est d'accord? Donc, le décrément... Alors, comment on fait pour mesurer le décrément logarithmique? Alors, pour le coup, je vais vous faire un schéma pour que vous voyez comment ça marche. Donc, on fait ça, d'accord? Voilà, ok, il y a une oscillation comme ça. Le décrément logarithmique, par définition, c'est le logarithme du rapport entre une oscillation par rapport à la valeur asymptotique et l'oscillation suivante par rapport à la valeur asymptotique, d'accord? Donc, grosso modo, vous allez mesurer ça. Ok? Vous mesurez ça. D'accord? Ça, je vais l'appeler U1 et ça, je vais l'appeler U2. Ok? Je rappelle, ça ne correspond pas à la tension. Hein. Je prends vraiment la valeur asymptotique. Ok? Vous calculez U2, vous calculez le logarithme népérien de U2 sur U1, de U1 sur U2, pardon. Et ça, c'est vos delta. C'est ça la définition de delta. Visuellement, c'est ça. D'accord? Je vous rappelle, hein, c'est le logarithme de f de t moins f de l'infini divisé par f de t plus grand t moins f de l'infini. C'est ce qu'on est en train de faire là. D'accord. Donc ça se mesure. Si je fais ça très à la louche, le premier maximum il est à 3,1 carreaux, c'est ça? Le deuxième, allez à 2,8. C'est bon, vous me suivez là. Donc grosso modo, delta, c'est log de 3,1 sur 2,8. Un coup de calculatrice sur le sujet vous donne delta. Ça, j'ai pas. Ouais. D'ailleurs, Jean-Baptiste, as-tu récupéré ta calculatrice? Super. Oui. Je dis des bêtises là? Ah oui, pardon, 1,8. Excusez-moi. Je te remercie, Samy. Donc ça fait combien si on fait log de 3,1 sur 1,8? 0,54. Voilà. Allez, 0,5 parce qu'on n'est pas à ça près de toute façon. D'accord? Et donc, grosso modo, Q vaut pi sur 0,5, c'est-à-dire 6,2. Allez, 3. Allez, on y fout quoi. D'accord? Ce qui vous montre que Q est bien suffisamment grand pour que, grosso modo, ça marche à peu près. Je vous ai dit qu'au-delà de 4,5, ça marchait bien. Et donc, une fois que vous avez Q et que vous avez T, là, c'est pas demandé, mais vous pouvez déterminer. Si on vous donne un des trois paramètres, R, L ou C, vous pouvez déterminer L et C. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'avec oméga 0, vous avez T0, etc., etc. Je crois qu'on ne vous le demande pas si je ne me trompe pas. Voilà. On est d'accord? Le dernier exercice, je ne passe pas de temps dessus. La puissance dissipée, c'est assez chiant. C'est juste une intégration entre 0 et T donc il faut calculer d'abord RI carré à partir de U. Et puis ensuite intégrer ça entre 0 et T. Ah non, c'est juste la puissance. Pardon. Bon, c'est bon. D'accord, ça va. Il faut calculer RI carré et dire que la puissance, c'est RI carré. Tant que c'est la puissance, ça va. L'énergie, vous commencez à transpirer à grosses gouttes, théoriquement. Si vous avez commencé votre DM pour jeudi, si vous avez touché la partie MPSI étoile, vous savez que c'est... Voilà, c'est venu. On est d'accord sur le principe de ce genre d'exo? Si vous savez faire celui-là, vous savez tous les faire. Ils se ressemblent, tous sans exception. Tous les exercices de régime transitoire, à quelques trucs complètement perchés près, qui peuvent bien sûr te demander, parce que sinon c'est pas marrant, d'accord? Mais pas en cœur de truc, ressemblent à ça. Donc dans l'ordre, hein, continuité, enfin, bien sûr, paramétrage du circuit complet, boîte à outils, continuité, truc aux limites, équation différentielle, résolution de l'équation différentielle, détermination de A et B, et après on tripote des trucs, quoi. D'accord? Voilà. On est d'accord?